Bienvenue sur Développement Royal, le podcast dédié au business, au web et au lifestyle. Avec l'ambition de vous accompagner pour vous aider à vous épanouir et à vous développer. Dans cet épisode, je reçois Grégory Coin. À 34 ans, cet ancien médecin est devenu trader dans le Forex et a créé un robot de trading baptisé Dr Trader. Je vous laisse découvrir son parcours. Avant de commencer l'épisode, je vous invite à me retrouver à la fin de celui-ci sur mon blog pour participer à un questionnaire pour m'aider à choisir le titre de mon premier livre sur l'immobilier. Cela ne vous prendra que 3 à 5 minutes et vous pourrez lire les premiers chapitres en exclusivité. Vous pouvez retrouver le lien dans le descriptif de l'épisode. Je vous remercie d'avance pour votre aide. Avant de poursuivre, et conformément à la réglementation, je vous rappelle qu'en termes d'investissement, les performances passées ne présagent pas des performances futures. La majorité des traders du Forex perdent de l'argent. Chacun devra donc vérifier par lui-même comment il souhaite investir et si besoin, se faire accompagner par un professionnel habilité. Merci donc Greg d'avoir accepté cette interview pour le podcast Développement Royal. Donc tu es dans le Forex, tu as un parcours de vie très atypique que tu vas nous raconter et tu es le créateur d'un petit robot pour le Forex. Mais tout ça, on va l'aborder dans cet épisode qui promet d'être riche en rebondissements. Et je vais te laisser dès à présent te présenter. Salut Patrick, merci beaucoup de m'avoir invité pour ce podcast de Développement Royal. Pour tout te dire, c'est le premier podcast auquel je participe. Et donc, pour me présenter, moi je m'appelle Grégory Coin, j'ai 34 ans, je viens de Nîmes dans le sud de la France. Et maintenant, depuis l'année dernière, j'ai ma résidence principale qui est située sur Dubaï, même si depuis un an, je vis un petit peu tout autour du monde. Je t'expliquerai pourquoi plus tard. Mon activité et ma profession jusqu'au 31 août 2018, j'étais médecin puisque j'étais docteur en anesthésie-réanimation et donc j'ai dû un petit peu renoncer à mon diplôme pour pouvoir suivre ma fiancée qui est partie travailler sur Dubaï. Mais là aussi, je reviendrai un petit peu sur l'histoire parce que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Oui, on va, je te coupe, on va avoir l'occasion effectivement de redévelopper. Ça fait déjà pas mal d'informations pour nos auditeurs. Je vais reprendre un peu les étapes par les étapes parce que tu attaques dans le vif du sujet, c'est-à-dire 31 août 2018 et ton switch d'activité. On a compris que donc t'étais médecin et que maintenant tu vis à Dubaï et là déjà on se dit waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Alors dis-nous un peu Greg. Donc t'es originaire de Nîmes. Comment ça s'est passé? Quel est un peu ton background, ton environnement familial? Comment t'es déjà arrivé à devenir médecin? Ça a déjà été, c'est déjà toute une histoire parce que au niveau familial, j'étais pas du tout prédestiné à être à ce niveau-là puisque ma mère travaillait dans un magasin de fringues, mon père était électricien. J'étais d'ailleurs le tout premier à réussir à avoir le bac dans ma famille. Et puis de fil en aiguille, lors de la terminale, on m'a suggéré de faire médecine. En fait, j'hésitais entre faire médecine et faire kiné. Mais encore une fois, le fait qu'il y avait médecine dans ma ville et kiné n'y était pas, la fac était quasiment gratuite et l'école de kiné était payante et chère. Donc, quitte à ce que les deux concours soient difficiles, autant faire le concours de médecine qui était plus proche, moins cher et plus pratique. Alors, ce qu'il y a, c'est que j'aime bien segmenter ma vie en 3 parce que j'ai vraiment eu 3 parties distinctes dans ma vie. La première, ça a été justement, on va dire, de l'école jusqu'à la terminale où j'étais focus sur le handball. J'étais au collège en sport-études hand, au lycée en pôle espoir hand, et puis à la fin du lycée, je suis rentré dans le centre de formation de l'USAM, qui est une des équipes de handball de première division. Et donc toute cette première partie était vraiment focus sur le hand. Et donc l'école, on va dire que j'étais un élève correct, mais j'y mettais juste ce qu'il fallait pour pouvoir être en forme à l'entraînement. Donc j'ai eu
j'ai eu mon bac S avec une mention assez bien. Et de là, donc, je suis parti en médecine où c'est vraiment là que j'ai compris ce qu'était de devoir travailler. Parce que ça a été, enfin, t'as dû sûrement en entendre parler, mais la première année de médecine est vraiment horrible, que ce soit d'un point de vue psychologique ou physique. Et c'est vraiment 12 heures de travail par jour pendant un an, 7 jours sur 7. Donc c'était vraiment horrible. Alors, je te fais une petite aparté, et pour les auditeurs aussi, pour ceux qui connaissent déjà un peu mon background, mais je connais un peu bien le cursus, enfin assez bien le cursus, parce qu'il se trouve que ma femme a fait pharma, et qu'il y a encore peu, pharma médecine était tronc commun sur la première partie du cursus. Et donc j'ai vraiment connu cette année de primant, etc. Et il y a d'autres, il y a une autre personne que j'ai interviewée qui est Raphaël Carteni, qui a également qui a également commencé par médecine. Donc je connais aussi un peu le retour d'expérience. Donc j'imagine très bien ce que ça signifie que de travailler pour arriver à passer le concours. Donc tu as été primant ou pas alors, ou t'as doublé? Eh oui, non, j'ai été primant. J'ai eu la chance d'avoir réussi dès la première année. Quel talent, quel talent. Ouais, mais surtout, c'est surtout en fait, j'ai eu l'écro, si tu veux, dès le jour de l'inscription, parce que quand je suis allé déposer mon dossier d'inscription et que la femme de l'administration a vu que dans mon dossier j'avais la case cochée sportif de haut niveau, parce qu'en même temps j'étais au centre de formation, elle m'a regardé un peu de haut en me disant non mais si tu fais du sport en même temps que ton année, tu l'auras pas. Et ça m'a, j'y ai pensé franchement, enfin honnêtement j'y ai pensé toute l'année pour me dire ah ouais je vais pas y arriver. Tu crois que je vais pas y arriver? Eh ben je vais y arriver, juste pour que tu puisses la fermer. D'accord. Est-ce que en plus c'était mal évalué en plus l'aspect sport de haut niveau, parce que t'étais déjà habitué à te challenger, t'étais déjà habitué à avoir des objectifs, à avoir une hygiène de vie qui est quand même déjà hyper contraignante, surtout à ce niveau peut-être déjà de compétition. Et finalement, elle était complètement à la masse, parce que à une période de la vie où les jeunes n'ont peut-être pas forcément autant, j'ai envie de dire, de mental, t'avais déjà une grosse partie, une préparation mentale qui fait que justement tu avais peut-être la gagne en toi, quoi. Exactement. Moi, c'est exactement ça. Je suis convaincu que, au contraire, le sport m'a amené des capacités psychologiques qui ont fait que ben, ça m'a permis d'y arriver primement, parce que, comme je t'ai dit, hein, j'étais pas meilleur que les autres d'un point de vue scolaire, mais voilà, j'avais juste plus les crocs que les autres. Donc on arrive dans cette deuxième partie de vie finalement où tu es La deuxième partie de vie, où t'es en où médecine. c'est ça. Donc, ben, je réussis ma première année. Les autres années s'enchaînent et puis on arrive au moment de la 6e année où de nouveau on repasse un nouveau concours, mais cette fois-ci sur le plan national, où donc on était tous réunis dans différents parcs expositions de grandes villes de France. On était entre 7 et 8 000 à passer ce concours, et donc ce dernier concours te permet à la fois de sélectionner ta spécialité et ta région de formation. Donc moi, Pardon, mais pour ceux qui connaissent pas le cursus, et j'avoue que là j'ai un doute, c'est le concours d'interne. C'est ce qui s'appelait avant le concours de l'internat et qui s'appelle maintenant l'ECN, examen classant national. Okay. Mais c'est exactement ça. Et donc voilà, moi, au cours de mes années d'études, je me suis orienté sur justement l'anesthésie-réanimation, parce que j'aimais à la fois le côté technique, le côté urgent, le côté prise de décision, quoi. Voilà, prise de décision rapide et avec un temps de réaction assez court. Et je me voyais pas faire la visite tous les matins, pousser le chariot, des choses comme ça. Il fallait que ça bouge. Et donc ça me convenait tout à fait. Et puis donc le concours s'est bien passé. Tu visais quoi, excuse-moi, tu visais peut-être d'être en urgence réanimatoire, genre SMUR, etc. C'est ça. Ouais. Alors avec anesthésie-réanimation, et par cette spécialité-là, je pouvais faire du SMUR. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait aussi un petit peu par la suite. Et surtout, j'ai pu rester dans ma région, Languedoc-Roussillon. Donc voilà, le concours s'était bien passé. Ça marche. Alors après, quelles sont les étapes après? Donc tu finis, tu passes le concours, tu réussis de haute volée, c'est ça? Et puis tu déroules jusqu'à quoi? 14-15 années de médecine, c'est ça? Alors pas autant, mais au total, oui, ça en a fait 12. Ça en a fait 12 parce que au cours de mes 5 ans d'internat, j'ai pris une année, non pas de pause, mais une année pour faire un cursus parallèle où j'ai eu un master 2 de biologie en plus.
Ouais, parce que c'était pas assez dur et que tu te faisais un peu chier, quoi. Non, non, c'était pas ça, mais c'était juste pour me dire que ben voilà, si comme je savais pas vraiment où je voulais en venir, si je décidais de rester à l'hôpital et donc d'avoir un cursus hospitalo-universitaire, pour devenir professeur, il me fallait avoir ça, donc je l'ai fait, comme ça je l'avais au cas où. Ouais, une carte de visite, quoi. Ça faisait bien ça, pour le tamponner sur le CV, quoi. C'est- Aussi. Aussi. Voilà, donc à la fin de ces 12 années, Ouais. ben c'est d'ailleurs au cours de ce Master 2 que j'ai rencontré ma fiancée actuelle. Et, elle fait partie intégrante de l'histoire, donc on en rediscutera. Mais donc à la fin de ces 5 plus 1, il me restait 2 ans à faire de clinica. Donc le clinica, c'est-à-dire que voilà, ça y est, j'étais médecin et c'était 2 années où je finissais ma formation et où j'étais en même temps le chef des internes. Ok, tout ça, ça se passe sur quelle ville toujours? Tu bouges pas? T'es toujours à Nîmes à ce moment-là? Voilà, ça a été entre Nîmes, Montpellier. J'ai fait 6 mois à Grenoble. Et puis je suis revenu finir. Et c'est le moment où tu nous avoues qu'en fait, t'es allé dans ton Master 2 et t'as fait bio uniquement pour suivre celle qui va devenir ta fiancée, en fait. C'est ça a commencé comme ça, effectivement. C'est au cours d'une semaine de cours sur Grenoble, justement, que je l'ai rencontré. Et puis à partir de là, de cette relation, en fait, on a été obligé de faire un deal ensemble, parce que lorsqu'on s'est rencontrés, elle était en train de finir ses études et elle avait pour projet d'immédiatement partir à l'étranger. Sauf que moi, à ce moment-là, il me restait encore mes 2 ans de clinica à faire sur Nîmes. Donc, on a fait ce deal, on s'est dit, OK, on tente notre chance ensemble. Tu viens vivre avec moi sur Nîmes pendant 2 ans. Et dès que je termine, on part ensemble à l'étranger. Ok, tu lui as demandé de repousser, de reporter de 2 ans, le temps de te laisser la possibilité de finir ce que tu étais en train de faire. C'est ça. Elle était dans quel cursus, du coup, elle? Elle est sommelière. Ah, ça explique effectivement le souhait de voyager et comment dire, de vendre ses compétences de sommelier à l'étranger où c'est très apprécié, j'imagine. Euh, ouais, on va aussi en parler parce que son histoire est aussi folle que la mienne. Donc c'est assez drôle. Donc pour reprendre Bon, l'histoire justement, annule ton rendez-vous de 15 heures et puis moi je préviens tout de suite les auditeurs que l'épisode fait 2h30, comme ça. ouais, Continuons. pas loin, parce que ouais, donc voilà, l'idée, elle avait toujours voulu partir vivre sur New York. Donc on s'est préparé pour ça. Elle a commencé à passer des entretiens. Elle a été reçue par le groupe Ducasse, qui est un groupe de restauration 3 étoiles au niveau Ah, français. on présente plus, Et on présente puis, plus. on ne présente plus, ouais. Et donc, elle avait eu un poste sur New York où on était en train de faire les démarches administratives pour avoir les visas. Et à ce moment-là, moi, j'avais un problème. Et c'est de là que va naître derrière Dr Trader, c'est que mon problème, c'est qu'aux États-Unis, le diplôme de médecin français, il n'est pas reconnu. Ah oui, effectivement, c'est quand même un peu couillon d'avoir fait 12 ans d'études pour pas pouvoir bosser dans un autre pays, quoi. Ouais, je comprends. Et voilà, c'est de là que tout est né parce il me fallait trouver une solution pour pouvoir gagner ma vie différemment afin de pouvoir survivre aux États-Unis. Ouais, je comprends. Tout plaquer pour une femme, c'est vraiment ça pourrait être le titre du bouquin, quoi. Ouais, c'est pas loin. Donc voilà, je savais, j'étais prêt dans ma tête à renoncer à mon diplôme, mais que ce soit pour quelque temps, le temps de partir à l'étranger, quitte à revenir et à reprendre la médecine après. Donc voilà, j'étais prêt. Il me fallait juste trouver quelque chose pour pouvoir gagner ma vie. Ok. Alors, c'est juste une parenthèse, mais si tu mets comme ça en pause ton activité professionnelle de médecin, est-ce qu'il y a une notion, entre guillemets, de péremption, qu'elle soit théorique, c'est-à-dire à un moment donné où tu dis non, mais là, j'ai plus assez pratiqué pendant trop longtemps et donc je suis plus en mesure, en capacité légitimement d'agir, ou d'un point de vue même légal, est-ce que l'administration, l'ordre des médecins en France t'oblige, on va dire, à pratiquer et à justifier d'un nombre d'heures annuelles pour maintenir ta compétence? Alors oui, oui et non. Oui, dans le sens où pendant que la période où tu arrêtes, la médecine, elle continue d'avancer.
Ce qui fait que au bout d'un certain temps, eh ben, les connaissances acquises vont un petit peu être périmées. Il va falloir se renouveler, il va falloir passer des mises à jour pour revenir. Et puis ensuite, eh ben, le diplôme de médecin, lui, reste quand même valable, mais il faudra passer quelques mises à jour pour revenir au haut niveau. D'accord, mais c'est prévu, ça existe. Je veux dire, c'est des cours complémentaires style universitaire sur lesquels tu peux t'inscrire pour justement le maintien des acquis ou la remise en condition, on va dire. Oui, c'est ça. D'accord. Ok. Je vais recentrer. Donc là, on est dans la fin, juste avant tes 2 dernières années donc de Clinica, t'expliquais et tu rencontres comment dire, ta conjointe. Euh, vous mettez un deal de 2 ans. Au bout de 2 ans, donc toi, tu finis ton cursus. Et là, donc vous partez. Enfin, vous étiez en train de faire les démarches pour partir aux États-Unis. Et là, tu te rends compte de ce problème-là, en fait. En gros, c'est ça le timing? Alors, c'est pas que je me rends compte, je le savais. Enfin, quand elle me dit, euh, Greg, j'ai envie de partir à New York, et ben de suite, moi, je fais mes petites recherches et je me rends compte que ça va être compliqué. Mais ça, c'est la fin de Et ton clinica, c'est à la fin du truc, en gros, tu viens de alors non, finir et. c'était au cours de nos 2 ans. D'accord, dans Au les cours deux de nos dernières 2 ans. années. Ok. Voilà. Et donc là, dans ces 2 dernières années de ton clinica, tu t'aperçois qu'il faut que tu trouves une idée, en fait, un plan B, et de là va naître Dr Trader, correct? Correct. C'est Ok. exactement ça. Alors vas-y, C'est exact. raconte-nous un peu la genèse de Dr Trader. Donc, voilà, il me fallait trouver j'ai fait le tour du net, peut-être 2 fois, afin de trouver, un business qui me conviendrait et qui me permettrait de gagner suffisamment ma vie. Donc, j'ai commencé dans un premier temps par faire du dropshipping, qui a pas trop mal marché, puisque à la fin de l'histoire, j'en suis quand même sorti positif. C'est peut-être même un business sur lequel je reviendrai plus tard. Ah, donc tu vas pas nous dire la niche dans laquelle t'étais alors? Non, ni la niche ni le produit. Ah, mince. Je suis déçu. Est-ce qu'au moins tu peux un peu teaser et nous dire un peu quel chiffre tu faisais, quand est-ce que tu as fait cette activité? Donne-nous un peu des éléments croustillants sur ce dropshipping réussi. Alors, j'ai découvert le dropshipping, je crois que c'était en octobre 2017. Octobre 2017. Et là, ben, comme je suis repassé en mode étudiant, si tu veux, à réapprendre et à découvrir ce qu'était finalement le marketing et le dropshipping. J'ai suivi, euh, comme j'ai fait ensuite pour le trading, pas mal de vidéos sur YouTube, suivi pas mal de formateurs, jusqu'à ben voilà, monter ma propre petite boutique avec laquelle je suis monté à 90 000 dollars de chiffre d'affaires au mois de fin mai, début juin. Jusqu'à fin mai, début juin. Donc c'était 90 cas récursifs, c'est-à-dire tous les mois tu arrivais à faire à peu près ce CA Non, non, non. C'était 90 000 de chiffre d'affaires total. total sur une période lycée de combien de temps du coup sur combien de temps t'avais encore? Alors, j'avais lancé cette boutique fin février, fin février, début mars. D'accord, Donc mars, avril, mai, juin, ouais, 3-4 mois. 3-4 mois. 3-4 mois. D'accord. Donc c'était plutôt cool, mais par contre, le chiffre d'affaires ne reflétait pas vraiment ce qui me restait dans la poche. C'était un point justement sur lequel il fallait que je progresse, c'était vraiment la rentabilité nette. Bien sûr. Donc C'est je quoi restais positif, ton gros mais poste? je tournais Ouais, vas-y, tu disais, tu restais positif et tu tournais? autour de 10-15% de rentabilité nette, sachant que les bons, ils font entre 25 et 30. Et c'est intéressant. C'est quoi? C'était ton budget Pixel, ton budget Facebook Ads ou Google Ads qui te bouffait une grosse partie de ce bénéfice? Ouais, c'est ça. C'est ça. C'était principalement le budget de Facebook Ads. Après, au moment où j'ai arrêté, ça a été un peu la période où les influenceurs ont émergé. Je pense que j'aurais basculé vers ça, vers comme mode de marketing initial, on va dire. Et c'est hyper intéressant. C'était quoi? C'était une boutique Shopify, je présume?
Ouais, c'est un Shopify. Un Shopify. Et tu utilisais beaucoup d'applications sur ce Shopify ou tu étais quasiment sur l'application native ou tu avais beaucoup d'ads en fait pour arriver à faire ce que tu faisais? Non, enfin, bien sûr qu'il fallait avoir des, euh, Des apps en plus, hein, des applications en plus, ouais, ouais. des applications en plus. Mais après, pas, enfin, ces applications ne me coûtaient pas vraiment, ça Oui, rentrait pas oui, vraiment dans le prix, quoi. C'était pas bien très sûr. cher. C'est pas très cher par rapport à ce que ça apporte. Ouais. Euh, tu t'es beaucoup formé, tu disais, en mode étudiant sur le marketing, etc., avec des vidéos. Tu dis également que tu as suivi des personnes, tu as fait des formations, donc j'imagine que tu as acheté des formations. Ah, Tu te rappelles quelles étaient tes influences sur justement le dropshipping? Est-ce qu'il y a des gens que tu recommanderais aujourd'hui en dropshipping que tu as suivi justement? alors oui, moi j'ai commencé directement par un formateur américain qui s'appelle Adrian Morrison. Et après, aujourd'hui, en France, je recommanderais Yomi Denzel, Lucas Biver et Cyriac de House of Success. Ok, ben on mettra les différents liens. Effectivement, ça pourrait être intéressant pour les prochains podcasts, éventuellement d'essayer de me rapprocher d'eux pour continuer à développer cette thématique-là qui, je pense, intéressera pas mal d'auditeurs. Ok, donc là, tu décides finalement de mettre ça en pause parce que quoi, ça correspond, comme tu dis, tu n'étais pas assez bénéficiaire, donc tu cherches une idée un peu plus rentable, une idée dans laquelle tu seras un peu plus à l'aise. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis à ce moment-là, en même temps, on me contacte pour le lancement d'un MLM justement, d'un MLM en France qui est justement sur le trading. Et moi, Alors, un MLM, qu'est-ce que tu appelles un MLM? c'est du marketing de réseau, D'accord. qui était à la fois sur le trading et sur l'éducation financière. Donc ça m'a réveillé des vieux démons parce que moi le trading j'avais déjà commencé au cours de mon internat justement. J'avais commencé à me former en 2013 et puis ben, comme tout le monde au début, j'ai perdu un petit peu d'argent puisque pour moi c'était compliqué d'à la fois surveiller mes patients et surveiller mes graphiques. Donc j'avais mis ça un petit peu de côté, mais Heureusement que tu as plutôt surveillé les patients d'ailleurs. bah heureusement pour eux ouais. Ouais, bien Mais sûr. bon du Pour coup toi aussi, parce que ça aurait pas été le même résultat sinon. c'est sûr, mais du coup, ça m'a coûté de l'argent. Mais bon, c'est pas grave. Et, et donc voilà, on revenait vers moi pour pour me replonger dans le trading. Et comme j'ai fait pour le dropshipping, eh ben, je me suis remis en mode étudiant ou sur le trading, où pareil, j'ai regardé pas mal de vidéos et j'ai lu pas mal de bouquins. Et de là, ben, je me suis formé petit à petit. Si tu veux, je faisais 2 journées. J'avais ma journée à l'hôpital et quand je rentrais aux alentours de 18 heures, je me faisais une deuxième journée le soir, à la fois sur mes graphiques pour eh ben, apprendre de mes erreurs et puis tester de nouvelles stratégies, discuter avec d'autres traders qui me parlaient de d'autres stratégies. Et voilà, c'était comme ça pendant plus d'un an où j'ai fait 2 journées consécutives pour pouvoir me former parce que voilà, la base de tout, ça reste de se former. Ça devait être des journées quand même assez violentes parce que je présume qu'avec le niveau de responsabilité et la thématique dans laquelle tu évoluais professionnellement, hein, en médecine et en anesthésie, ça devait déjà être des journées bien denses. Et derrière, tu te recollais encore des journées de graphique de 18 heures jusqu'à quelle heure d'ailleurs? Jusqu'à minuit, 1 heure, en général. Et le lendemain, le lendemain, t'attaquais à quelle heure? À 7h45. Ouais, C'est des points que je souligne parce que par rapport aux gens qui écoutent et qui se posent des fois la question de savoir comment les gens arrivent à faire ce qu'ils ont réussi à faire ou pourquoi ils en sont là où ils en sont aujourd'hui. Moi, je cultive la certitude et enfin tout ce que je vois et tout ce que j'entends me prouve toujours chaque jour un peu plus ça que voilà no pain no gain et que c'est souvent le fruit d'un travail acharné pour arriver à se faire ce qu'on a quoi. c'est sûr. Ben, comme on dit aussi également, c'est que pour avoir ce que les autres n'ont pas, il faut faire ce que les autres ne font pas. Tout à fait, tout à fait. Euh, Ok, donc là, tu te formes pendant un an, tu évolues sur quelle plateforme, tu suis des personnes en particulier, tu te formes au contact de personnes en particulier ou pas dans cette thématique-là? Alors, ce que je conseille pour commencer, c'est, bah, ça reste 2 gros bouquins, mais c'est vraiment pour moi qui ont été ma Bible.
mes bibles, c'est Le Chartisme de François Baron. Ce qui est drôle, c'est que l'auteur de ce livre était également médecin, euh, François Baron, et donc il a sorti le Chartisme et un autre bouquin qui s'appelle Les Chandeliers japonais. Donc ça a été vraiment pour moi de super bases sur lesquelles m'appuyer. Et ensuite, ça a été surtout pas mal de YouTube où je progressais indicateur par indicateur avec, voilà, si tu veux, pour commencer, je me suis fait, une première partie, les moyennes mobiles, par exemple. Donc, je regardais tout ce que je trouvais en français ou en anglais sur les moyennes mobiles, sur YouTube, et je me les mangeais. Ensuite, par exemple, je passais sur le RSI. Et je faisais comme ça, je faisais des petites fiches indicateur par indicateur, et ainsi de suite. Après, c'est passé par l'Ishimoku ou les patterns harmoniques, etc., etc. Jusqu'à comprendre le fonctionnement, que ce soit technique ou que ce soit d'un point de vue fondamental avec l'évaluation des annonces économiques d'un point de vue international. Ça aussi, c'est une partie que j'aime beaucoup. Et puis à discuter et à se promener, on tombe sur des différentes stratégies jusqu'à ce que j'en trouve une qui me plaise particulièrement, que je me suis appropriée et que j'ai utilisé de plus en plus d'un point de vue personnel, d'abord manuellement, et puis c'est ce qui m'a permis de faire mes premiers gains récurrents cette fois-ci, sans avoir des hauts et des bas comme j'avais auparavant, et jusqu'à ce qu'à terme je me rende compte que j'utilisais toujours la même stratégie. J'utilisais plus que celle-là. Finalement, tu tradais plus en classique, tu te calais vraiment sur une méthode. Certains auraient tendance à dire un peu c'était un peu devenu ta martingale et tu te calais là-dessus en permanence, quoi. Tu cherchais plus à sortir de cette méthode-là. Non, puisque j'avais des résultats qui étaient positifs et qui étaient récurrents. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'ils étaient répétitifs et, euh, et donc ça me convenait tout à fait, sans me demander forcément à être en permanence devant les écrans aussi, puisque je pouvais l'effectuer et la suivre tout simplement de mon téléphone. Quand tu dis, là, c'est un point intéressant, mais pour les gens qui connaissent pas encore très bien le Forex, moi qui ai été légèrement initié maintenant, quand tu dis tu pouvais suivre ça de ton téléphone, à l'époque, tu utilises quoi? Tu utilises MetaTrader 4 et tu l'as sur ton téléphone également, c'est ça? Exactement, exactement. La plupart des brokers actuellement, ils sont reliés à MetaTrader 4, donc c'est une application qui est gratuite, que tout le monde peut installer sur son téléphone, et puis chacun peut commencer, que ce soit avec un compte démo dans un premier temps, bien sûr. D'ailleurs, à ce niveau-là, pour les débutants, je recommande de rester en mode démo tant que vous n'avez pas tradé un mois, enfin tant que vous n'avez pas été rentable après un mois consécutif de trade quotidien. Voilà, ça pour moi, ça a été vraiment ça le moment où je me suis vraiment senti à l'aise, où j'ai pu passer sur le mode plus réel et puis progressivement augmenter mes investissements. Mais ouais, le un mois en mode démo, c'est vraiment le strict minimum. Je reviens sur ce que tu viens de dire, hein, puisqu'effectivement, bon, le podcast n'a pas vocation à faire du conseil. On fait que partager des expériences et des parcours de vie. C'est important de mettre toutes les réserves et d'être prudent, effectivement, dès qu'il s'agit d'argent réel et de l'argent des gens. C'est encore une fois, il n'y a pas de martingale, hein, même si toi, tu as effectivement peut-être le sentiment ou si tu utilises des modèles, on va dire, de récursifs pour te positionner, on met bien en garde les gens. J'ai pas envie de me faire attraper par l'AMF. Toi, ce que tu observes, c'est qu'effectivement, à partir du moment où la personne sur un compte démo trade tous les jours et tous les jours, finalement, elle est en gain consécutif pendant plus d'un mois. C'est la base, le minimum syndical pour se dire, ok, je commence à avoir une certaine aisance dans le trading, c'est ça? C'est ça, c'est juste, au contraire, c'est juste pour essayer de protéger les gens qui sont souvent trop impatients et qui veulent passer trop rapidement sur le mode réel et qui, la plupart du temps, actuellement, entre 76 et 84% des gens qui font du Forex sont perdants. Tout à fait.
Tout à fait, ça, ce sont effectivement les stats officielles et c'est bon de le rappeler parce que, comme tu l'as si bien dit, les gens confondent vitesse et précipitation et ne prennent pas, se forment pendant 8 heures ou 15 heures sur 2 semaines et puis ils envoient du 5K, du 10K d'épargne en disant je vais doubler en 15 jours, quoi. C'est ça. Quand tu finis par, là, pour retracer un peu dans le parcours, c'est sur cette année, en fait, sur cette même année que tu te formes comme un forçat et que tu finis par choisir cette stratégie et que tu isoles cette stratégie pour toi ou pas? Ou c'est après que ça arrive? Alors non, ça c'est au cours de cette même année. Ça reste au cours de 2018. D'accord. Et puis au cours de l'été 2018, j'apprends l'existence de robots de trading. Et plus que ça, j'apprends qu'il est possible de créer son propre robot de trading. Et c'est là que je me dis, putain, mais Greg, étant donné que tu suis toujours la même stratégie, un robot pourrait tout simplement suivre ta stratégie et effectuer ce que tu fais 24 heures sur 24 et sans subir ni fatigue ni émotion. Parce que ça aussi c'est important, la gestion de la psychologie en trading c'est compliqué pour les humains que nous sommes et les robots ont cet avantage-là. Comment tu découvres l'existence de ces robots? Et deuxième question qui me vient à l'esprit, sur quelle base, bon, je connais l'existence, mais je me suis pas encore penché encore dessus. Comment sont codés ou sur quelle matrice fonctionnent ces robots? Alors, je l'ai découvert un petit peu par hasard, mais tu sais toujours quand tu es focus sur un sujet et que tu t'y penses continuellement et de manière permanente, et ben petit à petit tu rebondis sur des sujets et tu découvres des choses qui étaient hors de ton cadre jusqu'à présent et puis qui te permettent d'avancer. Et donc c'est là que je sais plus exactement comment ça se passe, comment j'ai découvert ça. Et d'un autre côté, moi, j'avais par contre aucune connaissance en programmation. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement externalisé la création de ce robot en engageant des développeurs qui, eux, maîtrisaient ce code. Du coup, quand tu externalises, tu passes par une plateforme en particulier pour trouver les compétences pour créer le robot ou pas? Non, j'ai cherché et j'ai trouvé. Ok, genre Upworks ou ce genre, enfin ce genre de plateforme de mise en relation entre des profils techniques et ta demande ou c'était plus confidentiel que ça? Ça, je vais le garder pour moi. D'accord, il n'y a pas de difficulté. C'est le nerf de la guerre. C'est compliqué aujourd'hui enfin, je veux dire schématiquement, de trouver des gens capables de faire des robots de trading. Enfin, c'est une ressource considérée comme rare ou c'est un peu comme, je veux dire, c'est aussi secret que dans le dropshipping, les niches, etc. ou pas? Alors, euh, oui, enfin, il y a plusieurs niveaux de développeurs. Il y a les bons, il y a les moins bons, et, euh, et il y a aussi différents tarifs D'accord. qui peuvent être Pratiquer, ouais. Ok. voilà. Alors juste pour s'orienter, mais enfin, créer un robot de trading, est-ce que tu partages avec nous ou pas, mais quel peut être le coût de création d'un robot de trading? Je veux dire, moi je connais le coût de création d'une application, pour donner un ordre d'idée aux auditeurs, mais une création d'une application avec des modèles de paiement euh, intégrés, etc. Ça peut aller jusqu'à autour de 40 000 euros et prendre plus ou moins un mois de développement pour une équipe de développeurs, hein, pour donner un ordre de coût. Est-ce qu'un robot de trading, c'est de cette même ordre de grandeur? C'est quand même plus accessible? Alors tout va dépendre du niveau de complexité de l'application. On peut faire des trucs banals avec quelques lignes de code que tu vas pouvoir acheter quelques centaines d'euros. Mais après, quand tu cherches des trucs plus difficiles, avec plus d'indicateurs et plus d'interactions, eh ben ça peut monter à plusieurs milliers d'euros. Oui, bien sûr. Et la plupart du temps, ton idée initiale, l'idée originale est souvent pas la bonne. Et donc ça t'oblige à faire des mises à jour qui elles aussi coûtent de l'argent. Oui, bien Des sûr. correctifs. Non, non, mais on se doute qu'effectivement, c'est pas anodin et c'est pas forcément à la portée de tous. D'accord, mais bon, après, libre à chacun, effectivement, de se renseigner s'il a un projet lui aussi de faire un robot pour son usage personnel ou pas.
Donc là, on arrive été 2018, il y a le début de ton idée de robot, etc. Dans ta vie perso, à ce moment-là, c'est pas le moment justement où vous devez partir, où t'avais dit c'est les 2 ans qui viennent de s'écouler, ou c'est pas le moment du déménagement? Justement, c'est exactement ça. Le compteur commence à tourner et se rapprocher dangereusement de la deadline, puisque moi, je suis censé, enfin, mon contrat se terminait le 31 octobre 2018. Donc, on s'en rapprochait dangereusement et, et donc ça c'est tombé plutôt bien puisque le robot, moi, je l'ai créé entre juillet et août 2018 et j'ai eu une première version que j'ai utilisée personnellement au courant du mois d'août 2018. Euh, donc, j'ai commencé à l'utiliser sur mon compte, d'abord avec des petites sommes, et puis le mois d'août, j'ai été rentable, c'est-à-dire que comme j'avais réussi les mois auparavant à être rentable d'un point de vue manuel, là, j'arrivais à être de la même façon avec un robot et donc sans avoir à passer mes journées accrochées à mes écrans. Donc à ce niveau-là, ça m'a amené un sentiment de liberté qui était déjà assez agréable. Euh, Comme j'avais pas mal de vacances à rattraper, au lieu de finir le 31 octobre, j'ai pu quitter l'hôpital le 31 août 2018. Et donc, ça m'a donné du temps, encore quelques mois, pour pouvoir vraiment me concentrer sur ça. Mois de septembre 2018, j'ai encore été rentable. Mois d'octobre 2018, j'ai augmenté mon dépôt de manière assez significative puisque je suis monté à 10 000 euros de dépôt. Et mois de novembre 2018, ça y est, c'était le grand départ, sauf que entre-temps, ce que j'ai oublié de te dire, c'est que au courant, justement en plein mois d'août 2018, on apprend par l'administration américaine que nos visas sont refusés. Pourquoi ils sont refusés? Parce que ils ont considéré que ma femme n'était pas assez diplômée pour avoir le travail sur lequel elle avait signé le contrat. D'accord. Ouais, c'est un truc de malade. T'imagines le truc? Pour rappel, ta femme, elle a fait quel cursus en tant que sommelier? Alors, elle a fait d'abord l'école d'hôtellerie et après, elle a fait une spécialité sommellerie. Donc, une femme qui a fait un cursus de sommelier en France n'est pas pays quand même de la gastronomie et du vin n'est pas assez qualifiée et diplômée pour le territoire américain. Bon, Ouais. chacun en tirera les conclusions qui s'imposent. Mm. Donc de là, ben, le groupe Ducasse, qui lui reconnaissait ses compétences, lui ont dit, enfin lui a dit, bon, ne t'inquiète pas, nous, on souhaite te conserver dans le groupe et justement, on a un nouveau resto qui va s'ouvrir sur Dubaï et on aimerait que tu fasses partie de l'équipe qui s'occupe de cette ouverture, de l'équipe de sommellerie du resto de Dubaï. Super. Donc, au lieu de lire départ pour New York, lire départ pour Dubaï. Voilà, exactement. Donc, tous nos plans ont été modifiés et on est parti le 25 novembre 2018 sur Dubaï. Et là, l'autre nouveauté, c'est que contrairement aux États-Unis, mon diplôme de médecin, lui, était reconnu aux Émirats Arabes Unis. Ok. Donc là, la question se pose, est-ce que je continue médecine? C'est ça. Est-ce que je continue médecine? Enfin, même pas. Enfin, à ce moment-là, la question se posait pas. La question, c'était bon, mais c'est cool. Je vais reprendre médecine aux Émirats Arabes Unis. Donc ça, c'était cool. Ça m'enlevait une épine du pied. Sauf que une fois qu'on est arrivé au mois de novembre, eh ben, on a eu, il m'a fallu plusieurs mois avant de pouvoir réussir à obtenir ma licence pour, en gros, qui reconnaissait mon diplôme de médecin français. Ouais, pour pouvoir exercer sur le territoire. Pour exercer. Voilà. Sauf que au cours de ces mois, eh ben déjà, comme mon robot avait été positif tous les mois auparavant, quand je suis arrivé à Dubaï, je me suis dit, ben écoute, Greg, si c'est positif pour toi, ça pourrait l'être pour les autres aussi, et il y a quelque chose à faire pour pouvoir en faire profiter les autres.
Et c'est là qu'est m'est venue l'idée de Dr Trader. Alors, je vais juste intégrer une petite pause, une petite question, mais tu étais à 10K à peu près de bankroll hein, sur ton portefeuille, sur ton comment dire, broker, pardon. Tu prenais, ton robot faisait prendre quel genre de position? Tu gagnais combien concrètement, si on doit mettre un chiffre avec un tapis de 10 000, combien tu arrivais à te générer de gains ou de ça? Alors là, ce mois-ci avait été assez exceptionnel parce que je cumulais à la fois l'activité du robot et mes trades manuels. Donc je faisais les deux en même temps et c'était un bon mois. J'avais fait 40% de renta, donc j'avais gagné 4 000 euros. C'était vraiment un très bon mois. C'est pas des chiffres qu'on obtient tous les mois. Mais si on isole le robot, depuis août, ton robot, combien t'observais? T'arrivais à te sortir quoi? 1K, 500 euros par mois avec une bankroll. Enfin, à partir du moment où tu es passé à 10 000 euros, je veux dire, de, de bankroll, en fait, t'arrivais à sortir combien à peu près le robot arrivait à générer combien? Alors les mois d'avant, ça, ça a tourné. Bah, alors attends que je me souvienne combien. J'avais environ j'avais entre 3 et 5 000 euros de capital à ce moment-là. Donc ouais, je faisais entre 500 et 700 euros initialement. Ouais, ce qui est déjà remarquable, hein. Fiscalement, pour les auditeurs là qui sont peut-être bon, certains, j'ai des auditeurs un peu partout dans le monde, mais quand même une grosse concentration quand même plutôt en France. Quelle est la taxation de ces revenus? Alors, j'imagine que c'est difficile de répondre d'une phrase parce que certains des brokers sont basés à l'étranger. On va discuter un peu effectivement, dire qu'effectivement les brokers que tu recommandes par rapport à Dr Trader, mais comment se positionnent les gains? Est-ce qu'on est comment les gens le déclarent généralement? Comment ça se passe? Alors, je vais te corriger à ce niveau-là. Vas-y. Peu importe la localisation du broker, ce qui dépend, c'est ta résidence fiscale. Ok. Donc, tous les Français ont une résidence, enfin, du moins ceux qui ont leur résidence fiscale en France Mhm. sont imposés selon la fiscalité française. Et à ce niveau-là, donc, il y a deux axes. Ils sont soit imposés selon le barème de l'impôt sur le revenu ou plus simplement selon le prélèvement forfaitaire unique La taxe qui plate. tourne, voilà, la taxe plate qui tourne aux alentours enfin pas aux alentours, qui tourne à 30%. Il y a encore le choix, j'ai pas suivi cet aspect-là parce qu'il me semblait que c'était forcément le forfaitaire 30% où tu as encore le choix de prendre impôt sur le revenu. Mais si tu prends impôt sur le revenu, tu as également CSG, RDS qui vient s'additionner, c'est ça? Oui, tout à fait. La CSG RDS s'additionne. Donc, si tu veux, le PFU devient rapidement intéressant, mais pour ceux qui ont de faibles revenus, ça se calcule. D'accord. Ça se calcule. Ouais, à partir du moment où tu as ne serait-ce qu'un TMI 14%, la taxe flat est plus intéressante Voilà, parce que sinon tu es à 14 plus c'est ça. 17,5. Mais pour ceux qui auraient, par exemple, qui seraient au chômage et qui n'auraient pas d'imposition du tout, à ce moment-là, clairement, le TFU, enfin, l'impôt sur le revenu est plus intéressant, c'est ça? C'est comme ça que je vois les choses. Ok, bon, de toute façon, à chacun là encore de se faire accompagner, de voir avec un conseiller comptable ou Tout à fiscaliste, fait. ça sera, on va éviter de faire du défaut de conseil sur le Ouais, ouais. podcast. Ça marche. Non, c'était une petite aparté qui est intéressante. Au niveau, donc tu te mets à proposer le broker, enfin le robot à la communauté. Comment, là j'imagine que ton expérience de dropshipping t'a considérablement aidé pour parler du robot et le faire connaître. Et quel a été le modèle de souscription au robot? Qu'est-ce que tu t'as proposé ou que tu proposes encore aujourd'hui d'ailleurs pour avancer? Eh ben, c'est exactement ça, si tu veux. C'est mes deux échecs des mois précédents qui m'ont permis finalement de me former et de me préparer au lancement de Dr Trader parce que j'ai appris le marketing internet, on va dire, à travers le dropshipping et puis j'ai appris un petit peu le leadership et comment parler aux gens à travers le marketing de réseau et donc ces deux euh, ces deux éléments qui étaient vraiment dissociés l'un par rapport à l'autre se sont retrouvés finalement regroupés et m'ont transmis des compétences qui me sont aujourd'hui bénéfiques pour Dr Trader. C'est marrant, j'ai raté un chapitre, mais le marketing de réseau, tu avais vraiment rejoint quand même ce truc-là, tu avais testé, tu étais dans tu vendais quel produit en fait dans le marketing de réseau?
Alors, c'était un marketing de réseau d'éducation financière qui proposait à la fois des signaux de trading et, et des signaux de crypto, en plus d'une éducation financière. Ah, je crois voir duquel on parle. De temps en temps, on est relancé à droite à gauche. Comment ça s'appelle Ah, le nom me revient pas. Euh, c'est- c'est- tu peux me redonner le nom ou pas? Parce que ça me revient pas C'était quoi le nom? Est-ce qu'on doit vraiment donner le nom? Ah, non, non, pas forcément, mais parce qu'il y en a pas plusieurs. Si, il y en a plusieurs qui font ça. C'est très spécifique, ça me dit quelque chose en fait. Oui, Bon, il y en a plusieurs. il y en a plusieurs, ça marche. Bon, je pense que les gens reconnaîtront le produit dont on peut éventuellement parler. Mais pour toi, ça n'a pas été concluant, c'est-à-dire ton expérience au sein de ce truc-là, Alors, pour te dégager un revenu, c'était pas quelque chose qui t'a permis de te dégager le revenu que t'escomptais, quoi. alors, j'ai beaucoup progressé d'un point de vue effectivement développement personnel et leadership, Oui. mais par contre, j'ai rapidement eu de meilleurs résultats en trading. Oui, oui, voilà. Non, mais c'est simplement que le produit peut correspondre à des personnes. Peut-être que après, est-ce que tu t'es reconnu ou pas dans les conseils qui étaient formulés, ça c'est encore une autre question. Mais en tout cas, d'un point de vue de toi, ce que tu étais venu chercher, c'est-à-dire te générer des revenus dans cette enseigne-là de marketing de réseau, ça ne correspondait. Tu faisais plus finalement à trader pour ton compte personnel qu'à proposer leurs produits d'éducation financière, quoi. C'est ça, mais après, je dis pas que c'était le produit qui était mauvais, Non, c'était non, bien aussi sûr, non, mais on a jamais. probablement moi, tout simplement. Oui, oui, oui. Et puis, enfin, là-dessus, libre à chacun d'apprécier le produit, etc. On n'en fait pas c'est pas une question de promotion ou de dénigrer un produit quelconque. Hein, de toute façon, c'est simplement que toi, dans cette aventure-là, ça a pas été concluant pour toi en termes de gains liés à la vente de formation ou à la vente de conseils ou etc. Quoi. Euh, donc, quand tu décides de distribuer le robot, tu le distribues par quelle plateforme? Tu crées une page de vente, ClickFunnels, etc. Comment ça se passe alors? Non, non, je crée mon site internet drtrader.fr et puis après, je commence à en parler autour de moi et puis les gens que je connais commencent à en parler aussi autour d'elles et puis ça commence comme ça, petit à petit, et puis de bouche à oreille en bouche à oreille à travers les réseaux. Pour l'instant, ça commence tout petit et si en parallèle à ça, je lance à travers la gestion des pubs Facebook que j'ai appris par le dropshipping, je lance des pubs Facebook euh, pour pouvoir trouver de nouveaux prospects. Donc, les pubs Facebook, leur objectif, c'était de convertir et en retargetant les gens vers le site du Dr Trader. Voilà, c'est ça. D'accord. Amener du trafic, en fait, en plus du trafic organique, amener du trafic par la publicité vers le site drtrader.fr. C'est ça. Ok. Euh, quel est, euh, quel est le site internet a été conçu sur quelle base? C'était un site WordPress? T'as créé ça sur notre plateforme? Non, non, c'est moi-même qui ai fait le WordPress. D'accord, ouais, t'as fait un site WordPress. Ok. Et à partir de là, quand les gens s'inscrivaient, en fait, tu leur proposais de quoi ils te payaient un abonnement pour être sur le. Enfin, est-ce que tu peux expliquer un peu aux auditeurs quel est le modèle Ouais, d'adhésion au Dr Trader? ouais, non, j'avais justement un business model qui était assez innovant par rapport aux autres. C'est que, tu sais, c'est pas évident de demander à des inconnus de te faire confiance. Bien Et sûr. surtout au début, quand t'as pas vraiment d'historique en réel à leur montrer, j'avais que des backtests. Et donc, tout simplement, je suis parti du principe que pour qu'ils puissent me faire confiance, il fallait qu'ils payent le service seulement si le service fonctionnait. Donc, depuis le début, Dr Trader propose le service contre seulement un pourcentage du profit réalisé. C'est-à-dire que si les gens ne gagnent pas d'argent, ça ne leur coûte rien. Ce qui semble plutôt un bon deal. Ce qui me semble juste et proportionnel, que ce soit pour eux ou que ce soit pour moi. Donc c'est tout à fait c'est un business model qui me convient. Et, euh, et par contre, voilà, à la fin de chaque mois, on faisait le point et puis avec leurs profits, ils me reversaient 20% de leurs profits. Donc finalement, ça te permet aussi de générer des gains grâce aux liquidités des autres, quoi. Finalement, il y a une espèce de réciprocité, etc. Ok. Ils apportent en fait
tu serais une joint venture avec un cabinet de capital risque ou autre chose. En fait, les gens te laisseraient un pourcentage sur la gestion ou sur le truc. Et c'est fait un peu en sens inverse, mais ça revient un peu à cette idée-là, quoi. C'est ça. Ok, donc tout ça fait que finalement au jour d'aujourd'hui, Dr Trader a pris de l'ampleur. On est maintenant à l'heure où on fait cet épisode, on est en fin octobre 2019. Ça fait donc un peu plus d'un an que tu as proposé à tout le monde de rejoindre Dr Trader. Combien tu as eu d'inscrits? Enfin, je ne sais pas si tu partages d'ailleurs ces chiffres, mais quel est le volume de gens qui ont rejoint l'aventure? Comment ça se passe maintenant que tu as un peu plus d'un an de recul sur la qualité du robot? Est-ce qu'il a beaucoup évolué? euh, Quelle est un peu l'actualité du Dr Trader, quoi? Ok, alors le premier moment fort a été courant juin 2019, où en fait on a complètement changé de stratégie de robot. Et à ce moment-là, c'est vrai au cours du début de l'été, sur juin, juillet, on a eu une forte progression parce que le robot m'a marché super bien. C'est vrai qu'au cours du mois d'août, on a eu un petit souci avec un de nos brokers partenaires. Mais là, depuis, Dr Trader a changé de partenaire. Nous sommes désormais à la fois chez Vintage FX et à la fois chez JFD Bank pour pouvoir repartir de plus belle. Justement, là, ce 4 novembre, on va repartir avec le robot à 100% puisque le Brexit vient d'être annoncé comme reporté de 3 mois jusqu'au 31 janvier 2020. Et donc, ça va me permettre de pouvoir rallumer le robot à 100%. Quand tu dis tu as changé de stratégie en juin 2019 sur le robot, pourquoi tu as dû changer de stratégie? Il y avait par rapport à l'historique, il commençait à être moins performant. Qu'est-ce qu'il y avait eu? Non, non, pas du tout. L'historique était tout à fait correct. Même beaucoup de gens m'ont posé la question de me dire, ben Greg, pourquoi tu changes alors que ça marche bien? Eh ben, tout simplement parce que je considérais que son niveau de sécurité n'était pas assez élevé. Et c'est pour ça que j'ai préféré basculer sur une autre stratégie qui, selon moi, était plus sécure. Aujourd'hui, tu t'exerces plus la médecine à Dubaï. J'avais suivi ton actualité. Tu avais finalement obtenu ta licence. Tu te consacres à 100% du coup au robot et à la communauté qui te suit sur l'utilisation du robot. Euh, Tu perçois une partie donc des gains que tes clients, hein, on peut dire que ce sont des clients, génèrent grâce à ton robot. Euh, Est-ce que tu gagnes mieux ta vie que quand tu étais médecin? T'as, j'imagine, plus de temps, plus de liberté. Qu'est-ce qui a changé pour toi? Alors, un dernier point que j'ai oublié d'évoquer lors des nouveautés proposées par Dr Trader, c'est que Vas-y, je t'en prie. là, depuis ce mois-ci, justement, j'ai un partenariat avec un fonds d'investissement allemand qui propose un produit financier hyper sécurisé sous couvert d'obligations d'État. Alors, qu'est-ce que c'est des obligations d'État? C'est tout simplement qu'on va prêter de l'argent aux pays et que ces pays nous rembourseront avec des intérêts mensuels. Donc, ça fait aux alentours de 0,5% de rentabilité par mois. Et je rappelle que ces 0,5%, c'est justement le taux auquel va tomber le livret A en février 2020. Donc en fait, ce fonds d'investissement, à quoi eux placent l'argent avec le robot et ils garantissent à leurs utilisateurs. Alors, non, 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 excuse-moi, j'ai oublié de te préciser. Ça, c'est pas du tout du robot, c'est pas du tout du trading, c'est de l'investissement sous forme d'obligation. Donc, c'est ça qui apporte ce niveau de sécurité. Et quel est le lien entre toi, le robot finalement, et ce fonds d'investissement en fait? Quel est le fil conducteur, j'ai envie de dire? Le fil conducteur, c'est l'investissement pour générer des revenus passifs. Ok, mais donc c'est en fait c'est un partenariat. Enfin comment dire, il surfe un peu sur ta notoriété, sur ta communauté pour proposer un produit à ta communauté via ce fonds d'investissement en fait. Voilà, c'est ça. C'est en partie ça. Ok, Voilà. d'accord. Euh, donc ensuite, oui, ce que j'ai oublié de te dire aussi, c'est que finalement, après plusieurs mois, je crois que c'était aux alentours de février-mars 2019 maintenant, donc j'arrive enfin à obtenir ma licence pour pouvoir exercer à Dubaï et on me propose un poste à l'American Hospital de Dubaï, donc vraiment
un bel hôpital avec un salaire qui était de 3 fois ce que je gagnais en France. Et finalement, eh ben, avec la progression qu'a eu Dr Trader au cours des mois précédents, je prends le pari de refuser cette offre pour pouvoir me consacrer pleinement à Dr Trader, pleinement au développement de Dr Trader. À ce moment-là, tu as une communauté déjà derrière toi et tu as déjà fait un certain nombre de souscriptions. Est-ce que ce que tu arrives à gagner, ce que les gens te reversent de les fameux 20%, est-ce que ça équivaut à ce salaire ou pas du tout? Alors non, à ce moment-là, ça équivaut pas encore, puisque ça, en fait, il me proposait 15 000 euros par mois avec une voiture de fonction. Donc non, je touchais pas ça encore à l'époque. Et donc c'était aussi Mais c'était peut-être ton objectif. c'était un pari de se dire d'y arriver tout en conservant la liberté que me fournit Dr Trader plutôt que de retourner passer mes journées à l'hôpital. Oui, bien sûr. Non, non, t'étais pas à ce niveau de revenu. Maintenant, tu te disais peut-être que j'arriverai peu ou prou à atteindre ce niveau de revenu. En tout cas, ça prendra le temps que ça prend, mais effectivement, c'est pas du tout le même cadre de vie. En fait, enfin, on imagine qu'effectivement, quand tu es avec Dr Trader, même si ça doit prendre plus ou moins un certain temps par jour ou par semaine, c'est effectivement moins chronophage que d'avoir un poste à plein temps en milieu hospitalier, quoi. C'est surtout que ça me permet de pouvoir me déplacer partout dans le monde tout en continuant de travailler. Ok. Et justement, Alors ouais. pourquoi aussi, voilà, justement, pourquoi ce besoin? Parce que, pour revenir à l'histoire de ma femme, un soir où elle servait donc chez Ducasse à Dubaï, elle a servi un couple, un couple allemand, on va dire, avec qui ça s'est plutôt bien passé, puisque à la fin du repas, ils lui ont proposé de l'engager. Ok. Donc, il se trouvait que ce couple était assez riche. Et donc, le mari du couple était passionné de vin. Et il a donc engagé ma femme en tant que sommelière particulière. Ah oui, c'est pas courant, effectivement. C'est quelqu'un qui a, dans le personnel à son service, il a notamment maintenant, du coup, ta femme comme sommelier. C'est ça. Ok. Où ça? À Dubaï, du coup? Alors, c'est ça qui nous fait vivre une année assez incroyable. C'est que de temps en temps, il est à Dubaï, mais le reste de l'année, il est partout dans le monde. Et donc, on le suit partout dans le monde pour, pour que ma femme soit à ses côtés lors de ses déplacements, lors de ses rendez-vous professionnels, de ses repas d'affaires et des choses comme ça. Super, ouais, effectivement, c'est ceci expliquant pourquoi je te vois courir le monde. Je me disais, il voyage beaucoup. En fait, non, son épouse est en déplacement professionnel et lui, il suit. C'est exactement ça. Ça marche. Alors, dis-nous un petit peu maintenant qu'on a abordé très vastement ton activité et ce que tu fais aujourd'hui de ta vie et de ton temps. Combien de temps par jour te prend Dr Trader? Comment s'organisent un petit peu tes journées et comment tu vis un peu tout ça au quotidien? Il y a pas à se cacher, hein, c'est du boulot, quoi. Donc, après, donc d'un côté, j'ai la gestion de toute ma communauté à travers mes réseaux et à travers mon Messenger, où effectivement je suis un petit peu tout le temps sur mon téléphone. Et puis après, pour la progression de Dr Trader, ça va être par période forte, on va dire, où ça peut m'arriver de travailler 12 à 14 heures par jour pour tester, enfin créer de nouveaux robots, les tester, les essayer, voir s'ils sont compatibles. Et puis si c'est pas bon, hop, on repart sur une nouvelle idée. À côté de ça, il y a également pas mal de choses à mettre en place d'un point de vue marketing. Donc, ouais, non. Globalement, je bosse, ouais. Là, cette semaine, par exemple, où je suis rentré en France, je bosse 12 à 14 heures par jour. Ouais, donc c'est pas encore tout à fait une vie sous les cocotiers à se dorer la pilule toute la journée. Alors, ça peut le devenir. Il y a des passages où je peux ne pas travailler pendant quelques jours.
Mais c'est vrai que tant que j'aurai pas, selon moi, euh, le, le Graal du robot, eh ben, il faut quand même surveiller, il faut quand même accompagner aussi les investisseurs pour que, ben, petit à petit, enfin, que les prospects prennent confiance pour devenir investisseurs et puis que les investisseurs, eh ben, restent sur Dr Trader parce qu'ils sont contents du service, parce qu'ils sont contents de la rentabilité, mais aussi parce qu'ils sont contents des informations qu'ils reçoivent. Ça marche. Greg, on passe sur quelque chose de complètement différent dans cette deuxième partie et on va pas faire un épisode non plus trop long. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un peu quelles ont été les étapes les plus difficiles que tu as dû rencontrer professionnellement ou par rapport au robot ou par rapport à ta carrière et comment tu as pu les surmonter parce que on a vu que le mental est un aspect important en fait de la construction d'un business et c'est toujours intéressant de savoir qu'est-ce que tu as justement dû surmonter pour en arriver où tu en es arrivé aujourd'hui. Alors, sans y réfléchir, pour moi, le plus difficile, ça a été la première année de médecine. Ça a été vraiment là parce que ça a été un, un gros gap euh, d'investissement personnel et il a fallu que je rebascule tout l'investissement personnel que j'avais dans le handball sur la médecine. C'est ce qui m'a aussi probablement écourté ma carrière parce qu'à un moment, il m'a fallu faire un choix au cours de cette première année parce que je pouvais pas m'entraîner 7 fois par semaine plus jouer le week-end tout en apprenant tout ce que j'avais à apprendre. Donc, eh ben, j'ai dû réduire les entraînements, ce qui a réduit mes performances et ce qui m'a pas permis de pouvoir poursuivre. Mais aujourd'hui, j'en suis pas mécontent, j'ai pas de regrets parce que je me dis, voilà, maintenant j'ai 34 ans, et bien finalement, moi, ma carrière, elle débute maintenant quand je vois que celle de mes amis qui ont continué, leur carrière à 34 ans, elle est pas loin de se terminer. Donc voilà, une fois que cette première année de médecine a été passée, ce premier gros concours, et que j'y suis arrivé du premier coup, et bien c'est là, j'ai pris énormément confiance et je me suis dit, bon, j'y arrivais si je suis arrivé à faire ça, je peux tout faire. Je peux arriver à tout. Et donc j'ai continué dans cet état d'esprit-là. Et puis on est arrivé à la 6e année, comme je t'expliquais tout à l'heure, de nouveau le concours, avec de nouveaux objectifs. Et voilà, une nouvelle fois où on met sa vie pendant un an entre parenthèses pour se focaliser sur l'objectif. Et c'est ça qui fait la différence. Ok. Est-ce que au niveau justement culture, mindset, développement personnel, t'as des grosses influences? Est-ce que tu lis beaucoup dans ces thématiques-là? Est-ce que c'est quelque chose qui est pour toi important et que tu cultives? Alors, au cours de tout mon cursus médical, j'avais complètement laissé tomber la lecture. Je lisais vraiment que des bouquins de médecine et donc j'avais un développement personnel proche de zéro. J'ai vraiment eu une espèce de naissance, même pas une renaissance, c'est une naissance à partir du moment où j'ai attaqué le business, à partir du moment où j'ai découvert le développement personnel et qu'on était capable d'avoir une autre vie que celle qu'on nous apprend à avoir. Tu sais, ouais, comme je t'ai dit, moi je viens d'un milieu social qui est pas riche ni pauvre, mais d'une tranche moyenne, on va dire, où, on nous apprend tout ce qu'on nous dit depuis tout petit, c'est-à-dire travaille bien à l'école et un bon diplôme, comme ça tu auras un bon boulot. C'est ce que j'ai fait dans cette première partie, dans ma deuxième vie. Et c'est là que, au cours de cette troisième vie, que je découvre qu'en fait, non, la vie, ça peut être différent, ça peut être autre chose. On peut, tout en créant de la ressource, avoir une liberté pour pouvoir profiter de cette vie tant qu'on peut et pas avoir à attendre la retraite. Donc désormais, ouais, voilà, pour y revenir, désormais, je me suis remis à lire. J'essaye de lire un bouquin par mois, mais honnêtement, j'y arrive pas parce que j'ai eu pas mal de boulot ces derniers temps, donc j'en lis un tous les 3 mois. Là, euh, je viens de terminer Plus malin que le diable de Napoléon Hill et je suis en train d'attaquer Rendez-vous au sommet de Zig Ziglar. Auparavant, alors là, j'ai pas mal lu de Robert Kiyosaki, Napoléon Hill, toute cette littérature-là. Ça marche. On mettra les liens aussi pour les auditeurs, comme les livres sur le Forex dont tu as parlé précédemment. Est-ce que t'as beaucoup voyagé hein, ces derniers temps? Est-ce qu'il y a vraiment un pays qui te fait plus rêver que les autres, vraiment une destination que tu veux nous partager, que tu as plus apprécié que les autres, par exemple? Ah, le Japon. Où ça, au Japon? Alors j'ai fait 15 jours au Japon, donc j'ai pas mal bougé entre Tokyo et Hiroshima.
Mais je dirais soit Nara à côté de Kyoto, soit Miyajima, une île qui est juste en face d'Hiroshima, avec les daims sauvages. Enfin, ils sont sauvages, mais ils sont presque apprivoisés puisqu'ils viennent te manger dans la main. Mais ça, c'était vraiment cool. Et puis c'est surtout cet état d'esprit à la fois de rigueur, à la fois de traditionnalisme et de hyper nouveauté, tout en ayant un respect de l'autre qui était incroyable. Incroyable. Moi, ça m'a un peu redonné confiance dans la nature humaine de vivre là-bas, enfin de passer ces 15 jours là-bas. C'était vraiment, c'est vraiment, c'est pas un voyage, c'est vraiment une autre planète presque. Est-ce que du coup, dans le côté dev perso, tu pratiques d'autres choses comme la visualisation, la méditation, justement, puisque tu me dis que tu as été hyper ressourcé par le Japon. Est-ce que ou du yoga, est-ce que tu pratiques ce genre de choses ou pas? Non, par contre, j'ai pas développé ces axes-là. Enfin, du moins pas d'un point de vue voulant le faire à tout prix. De ce que j'ai lu sur la visualisation, moi, j'ai l'impression de le faire en permanence finalement. Je m'impose pas un temps particulier, c'est que voilà, j'ai mon objectif en tête, je vais y arriver et je vais avoir ces différentes étapes à passer pour y arriver et j'avance. Mais je m'impose pas, si tu veux, de temps de méditation particulier. Ça marche. Au cours de tes lectures ou autres d'ailleurs, est-ce que tu as une citation ou quelque chose qui t'a particulièrement inspiré ou donc, que tu as, comment dire, pris pour toi un peu comme un mantra ou pas? En fait, j'en ai un depuis que je suis tout petit, que ma mamie me dit depuis que je suis tout petit. Il est tout simple, mais il résume tout finalement, c'est quand on veut, on peut. Effectivement. Quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Il suffit de placer le curseur dans le souhait, enfin dans la force dans laquelle on veut les choses pour pouvoir, si on s'y implique aussi fort qu'on veut, on va y arriver. Je partage tout à fait ce point de vue avec toi, Greg, et donc avec ta grand-mère. Écoute, je te remercie beaucoup pour cet échange et cet entretien pour le podcast. On mettra les différents liens vers le Dr Trader et vers les livres qu'on a cités durant cet épisode. Je te dis à très bientôt et n'hésite pas à nous faire un retour sur l'évolution du petit robot malin. Merci beaucoup. Passe une bonne journée et puis à très bientôt. À bientôt, Greg. Ciao tout le monde. Ciao, ciao. L'épisode est maintenant terminé. J'espère que vous l'avez apprécié, qu'il vous a inspiré. Si oui, pensez dès à présent à vous abonner. Et si vous voulez m'aider à faire vivre ce podcast, alors je vous invite à laisser un commentaire ou une évaluation sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez. Cela me permet d'améliorer le contenu et de le faire connaître à un plus grand nombre de personnes. Et pour vous remercier de votre aide, je ferai chaque mois un tirage au sort parmi les nouveaux contributeurs et j'offrirai 1 heure de coaching ainsi qu'un bon d'achat de 20 € sur Amazon. Le nom du gagnant sera publié sur Facebook. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur ma chaîne YouTube ainsi que sur Facebook, Twitter et Instagram. Je mettrai les liens dans le descriptif de l'épisode et sur le site internet www.developpementroyal.com. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes. Si vous êtes arrivé à la fin de ce podcast, alors permettez-moi de vous proposer un passage à l'action. Si vous voulez apprendre à vous organiser pour devenir plus efficace dans votre business et dans votre vie, alors dans ce cas, inscrivez-vous à ma formation Super Organisé. C'est simple, il vous suffit de suivre le lien dans le descriptif de l'épisode ou sur le site www.developpementroyal.com.